Ah, la Transnistrie. Ses pancartes soviétiques, ses chants de l'URSS, sa belle statue de Lénine et sa monnaie en plastique. Quel beau pays, n'est-ce pas? Quoi? Attendez, vous ne connaissez pas la Transnistrie? La République moldave du Dniestre? Honte à vous! Pour un peu plus, on vous envoyez au goulag, sales capitalistes! Laissez-moi vous conter l'histoire du dernier pays soviétique européen. Alors attachez vos ceintures, remontez votre tablette et prenez votre carte du Parti communiste. C'est parti! À la fin du XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine II de Russie souhaite expulser les Turcs d'Europe pour reconstruire l'Empire byzantin. Rien que ça. Ouais, à l'époque on fait de grands projets. Après que les Turcs ont déclaré et perdu cette guerre en 1192, Catherine intègre à la Russie la région comprise entre le fleuve Boug et le Dniestre. C'est ici que naîtra plus tard la Transnistrie. Les Russes auraient pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur un petit gars qui va quelque peu chambouler l'Europe, Napoléon. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type. À la suite de la défaite de l'Autriche, la France s'agrandit de quelques provinces dans les Balkans. Et pour maintenir son autorité dans la région, Napoléon cherche l'appui de l'Empire ottoman. Les Turcs sont alors poussés des ailes. Le grand Napoléon est avec eux. Il déclare donc la guerre à la Russie. Et ils ont rien compris, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils déclarent la guerre à la Russie, ils perdent. Donc ils vont encore perdre, et en 1802, la Russie va conquérir la région entre le Prout et le Dniestre. Oui, ce fleuve s'appelle vraiment le Prout. J'aimerais pas être les habitants du bord de ce fleuve, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Cette région fraîchement conquise s'appelle la Bessarabie. Mais 100 ans plus tard, en 1917, durant la Révolution russe, la Bessarabie va déclarer son indépendance sous le nom de République démocratique moldave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les habitants de cette région ne parlent pas russe, mais roumain. Ils ne se sentent donc pas russes et sont prêts à se casser dès qu'ils le peuvent. Et quoi de mieux qu'un pays en pleine crise pour s'échapper? Et face aux tentatives d'invasion des bolcheviks, le pays va se rattacher à la Roumanie. Mais haha, les petits soviétiques ont une idée derrière la tête. Ne t'inquiète pas que ce type-là, avec la moustache, il veut récupérer la Bessarabie. En 1924, Staline crée la République autonome de Moldavie, un petit pays de rien du tout, mais qui servira de point de départ pour la reconquête de la Bessarabie. Grâce au pacte germano-soviétique, la région est annexée et rattachée à la République autonome Moldavie. Quand je vous disais qu'il avait tout prévu, ce petit malin. Mais si, vous savez, c'est ce pacte qui partage l'Europe entre Staline et Hitler. Deux chic types d'ailleurs. Mais il y a un truc que n'avait pas anticipé Staline, c'est qu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne allait l'attaquer. Les armées roumaines, alliées aux nazis, reprennent la région et avancent jusqu'au fleuve Boug en 1941. Les Romains découpent en provinces leur conquête et la région entre le Boug et le Dniestre est nommée Transnistrie, avec comme capitale la ville d'Odessa. Mais en 1944, l'URSS récupère ces territoires et forme à nouveau la Moldavie. L'URSS va d'ailleurs déporter pas mal de romanophones qui sont accusés d'avoir soutenu les nazis. Staline va tenter de russiser la Moldavie. Le russe devient la langue officielle du pays et il va favoriser la région à l'est du Dniestre qui est majoritairement russophone, en y développant toute l'industrie et les centrales électriques du pays, si bien que la Transnistrie produit à elle toute seule 90% de l'électricité de la Moldavie, le reste du pays restant majoritairement agricole. Ces choix du gouvernement de l'URSS vont creuser un gouffre entre les populations russophones et romanophones de la Moldavie. Forcément, ces dernières se sentent mal aimées et rejetées par les soviétiques. Avec le déclin du bloc de l'Est dans les années 90, les Moldaves veulent se rattacher à la Roumanie et votent en juin 1990 l'utilisation du roumain comme seule langue officielle du pays. Les russophones veulent quant à eux que la Transnistrie soit rattachée à la République soviétique de Russie. En août 1991, la Moldavie déclare son indépendance et à la fin de la même année, en décembre 1991, la République moldave du Dniestre déclare son indépendance. Forcément, la nouvelle Moldavie n'est pas du tout d'accord et en 1992, elle envoie son armée reconquérir la Transnistrie. Mais c'était sans compter sur Papa Russie, qui envoie sa 14e armée soutenir les indépendantistes transnistriens. Il faut savoir que cette armée, à elle toute seule, est composée de plus de soldats que toutes les troupes moldaves réunies. Donc autant dire que c'était perdu d'avance. D'ailleurs, la Russie laissera son armée là-bas pour maintenir la paix, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, aujourd'hui, il reste toujours une partie de ses troupes ainsi que leur armement. Actuellement, ce petit état existe toujours. Mais il peut vraiment dire merci à Papa Russie qui lui offre le gaz nécessaire à faire fonctionner son industrie, paye les retraites de ses citoyens et lui donne 20 millions d'euros par an, ce qui représente quand même 70% du budget annuel du pays. Ah, merci Papa Poutine. Mais d'un point de vue économique, la Transnistrie n'est pas vue comme un producteur russe. En effet, la Russie donne la priorité à leurs producteurs,
et donc la Transnistrie ne peut pas exporter en Russie. Mais c'est pas grave, car elle peut se tourner vers ses voisins capitalistes qui sont prêts à lui acheter son textile. En effet, l'entreprise transnistrienne Tyrotex est une des plus grandes productrices de textiles d'Europe, s'il vous plaît. Toujours dans l'économie, on peut aussi citer le groupe Shérif, fondé par 2 anciens membres du KGB. Oui, 2 anciens officiers des services de renseignement soviétiques qui se sont reconvertis professionnellement. Avec la chute de l'URSS, c'est plus très rentable de travailler au KGB. Et que fait cette entreprise, me demandez-vous? Ah bah ça c'est une vague question. Disons qu'elle fait tout. Non mais vraiment tout. En fait le groupe possède une chaîne de supermarchés, des usines agroalimentaires, un réseau de stations-service, des concessions automobiles, une agence de publicité, une chaîne de télévision, un opérateur téléphonique, et également propriétaire de l'équipe de football de Tiraspol. Rien que ça. Leur slogan est « Toujours là pour toi, toujours avec toi ». Forcément ils sont toujours là vu qu'ils possèdent quasiment tout dans le pays. Mais bon, la plus grande source de revenus de la Transnistrie reste tout de même le trafic d'armes. Oui, le trafic des armes à travers toute l'Europe. Forcément, il y a un énorme stock d'armes laissé par les Russes dans le petit état. Autant les vendre. D'ailleurs, la Transnistrie est un des plus gros trafiquants d'armes d'Europe. Ah oui, c'est vraiment un charmant pays, hein. Et les droits de l'homme, mais ils sont tout à fait respectés. Excepté que si tu critiques la politique du pays, tu es passible de lourdes peines et les médias sont contrôlés par le gouvernement. Ah bah, ils reproduisent le modèle de l'URSS, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bref, vous l'avez compris, si vous voulez voyager dans le temps, allez en Transnistrie, un pays figé à l'époque soviétique. D'ailleurs, la Transnistrie n'est toujours pas reconnue par les Nations Unies. Une affaire à suivre donc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis das vidania camarades, et je vous laisse avec la magnifique hymne nationale de la Transnistrie.